Madame, Monsieur, Yorana et bienvenue dans votre journal sur TNTV. Très heureuse de vous retrouver en ce mercredi 1er juillet au sommaire de ce soir. La protection sociale généralisée en débat à l'Assemblée. Ce matin, le président du groupe Afanotia a demandé à la ministre de la Santé de confier la conception de la réforme du régime des non-salariés aux élus de Taraheuil. Une mascarade selon l'opposition. Comment continuer d'écrire l'histoire des essais nucléaires en Polynésie française? C'est le travail de recherche mené par Manatea Tayaroui, enseignant en histoire-géographie et doctorant à l'Université de la Polynésie française. Et à la veille des 60 ans du premier tir nucléaire, nous poursuivrons ce sujet en plateau avec Léna Normand, vice-présidente de l'association 193. 4 mètres de long, un homme seul et un océan entier à traverser. Yann Quenet vient de le faire pour la deuxième fois. Le skipper est arrivé hier aux Marquises au terme de plus de 50 jours de mer depuis le Canada. Son récit dans notre édition. La protection sociale généralisée dans les débats ce matin à l'Assemblée. Le président du groupe Afanotia a demandé plus précisément à la ministre de la Santé de confier la réforme du régime des non-salariés aux élus de Taraheuil. Une réforme clé, un point sensible. Et dans l'opposition, on parle déjà de mascarade. Les précisions avec Santei Naure et Jeanne Tinorua. Je ne sais pas, quelque part, effectivement, où il n'a pas participé à toutes les discussions, où effectivement c'est de la poudre de perlimpinpin. En début de séance, Temat Elegaï s'est entretenu avec le président du Tapura Huirattira pour lui demander sa position sur la question orale qu'il va adresser à la ministre de la Santé, de transmettre aux représentants de l'Assemblée les éléments qui leur permettraient de rédiger la loi de pays portant réforme du régime des non-salariés. En séance, la ministre s'est déclarée favorable pour engager au plus vite les réformes nécessaires au régime des non-salariés et plus largement à la protection sociale généralisée. On a constaté que la période de confusion avait entraîné une baisse des déclarations et effectivement ça pourrait mettre à mal notre protection sociale généralisée, donc il est nécessaire de pouvoir mettre en place des travaux qui permettent justement de remédier à ça. La réforme envisagée de la protection sociale généralisée devait permettre de remédier en partie à la suppression de la TVA sociale en 2023. La bonne santé économique du pays et l'augmentation du nombre de cotisants au régime des salariés a compensé une partie du manque à gagner pour la caisse de prévoyance sociale. Mais à terme, ça ne suffira pas. Donc si on ne propose pas une réforme d'ici 2028, il faut qu'on parte du principe qu'il va y avoir des difficultés à financer l'ensemble des régimes, ou soit on se met autour de la table et on accepte de faire une partie de la réforme. On ne pourra pas la faire dans son intégralité parce qu'on n'aura pas assez de temps, mais au moins qu'on puisse sécuriser une partie de la réforme. Pour les élus de l'opposition, la réforme du régime des non-salariés par l'Assemblée de la Polynésie est déjà en route. Lors de l'abrogation de la réforme proposée par le gouvernement, il avait été convenu que le président de l'Assemblée se saisisse du dossier. Le président de l'Assemblée est actuellement mandaté pour réunir une commission. Donc c'est au président de l'Assemblée, ce n'est pas à Temat Elegaï de le faire. Donc je vais lui répondre dans ce cas-là. La deuxième chose, c'est sa question au gouvernement ce matin. Il demande à ce que la ministre nous transfère les données liées aux différents régimes. Là aussi, c'est du... Bon, j'étais un petit peu étonné de sa question. J'allais dire c'est du pipeau. Mais bien sûr, parce que en fin de compte, l'article 6 de la loi qui a été voté prévoit que la CPS doit nous transmettre toutes les données statistiques et autres pour que nous puissions travailler. En 2022, le Tapura Huirattira avait créé la fameuse TVA sociale pour réduire les déficits des régimes de la Caisse de prévoyance sociale. En 2023, cette taxe avait été supprimée par le Tavdi Huirattira et par la même occasion privé la CPS de près de 9 milliards de recettes. Aucune réforme n'a jusqu'à aujourd'hui pu combler ce manque à gagner. Et toujours en politique, Anthony Géros et Richard Touheyava ont démenti ce mercredi toute candidature au sénatorial. Une clarification en urgence 2 jours après les propos d'Oscar Temaru mal interprétés selon les intéressés. Après le temps du débat, celui de la mémoire, l'histoire des essais nucléaires en Polynésie française continue de s'écrire au fil des recherches et de l'ouverture progressive des archives militaires françaises. C'est le travail mené depuis plusieurs années par Manatea Tayaroui, enseignant en histoire-géographie et doctorant à l'Université de la Polynésie française. Oriano Tefao et Rarahuma sont allés à sa rencontre.
Depuis 2022, Manatea explore des milliers de documents conservés en France. Son objectif, comprendre comment le centre d'expérimentation du Pacifique s'est mis en place et replacer cette histoire dans un contexte plus large, à l'échelle du Pacifique. Donc je m'intéresse à tout ce qui est circulation d'expertise, circulation d'acteurs scientifiques entre les différents sites d'essais nucléaires de la France, des États-Unis et du Royaume-Uni, donc entre 1963 et 1975. Donc je m'intéresse qu'à l'installation du CEP et aux essais atmosphériques. Au fil de ses recherches, certains documents révèlent aussi la manière dont la Polynésie française était présentée aux militaires envoyés aux Fénois dans les années 1960. En fait, je suis tombé sur une sorte de manuel à destination des marins français en France, qui était muté au CEP dans les années 60. Et en fait, ça décrivait qu'est-ce que la Polynésie, et il y avait le titre « Qu'est-ce qu'un Tahitien ? Qu'est-ce qu'une Tahitienne ? Comment ils vivent ? Comment ils sont joyeux, voilà. C'est une dimension un peu coloniale, quoi. Alors, c'était assez rigolo, mais en même temps triste, en fait. Au-delà de sa thèse, Manatea participe désormais à un nouveau programme de recherche baptisé Témoana, un projet consacré aux conséquences environnementales laissées par l'installation du CEP. Des recherches qui passent aussi par l'étude des connaissances scientifiques développées à l'époque. Pour étudier, pour cartographier la Polynésie et pour en apprendre sur l'environnement de la Polynésie, les courants marins, le climat, la direction des vents, la direction des alizés, le suivi du poisson aussi, donc le temps qui est vecteur de la radioactivité aussi. Donc ça nous permet aussi de documenter l'histoire des sciences, en fait. Un travail de longue haleine qui doit se poursuivre jusqu'en 2029 avec l'ambition d'apporter un nouvel éclairage sur l'histoire des essais nucléaires en Polynésie française. Et justement, pour parler des conséquences et à la veille de la journée commémorative des 60 ans du premier tir nucléaire en Polynésie, en plateau avec nous ce soir, Léna Normand, vice-présidente de l'association 193, Yorana Léna. Yorana. Alors Léna, vous et votre association, on parle donc d'un événement inédit les 2 et 3 juillet. Qu'est-ce que vous allez préparer ? Oui, effectivement, l'association 193, dans le cadre de la commémoration des 60 ans d'Aldébaran, prévoit donc plusieurs manifestations pacifiques. Ici à Tahiti, ça sera donc en journée au monument aux morts, mais également à Mahina, à l'ancien CEP. Mais surtout, l'action sera portée sur des actions dans les îles, à Mangareva, Turaya, Ho, Rangiroa, Avaturu, Tiputa, aux Marquises. Donc, en fait, dans tous les archipels, et même aux Australes, à Tupuai, Rurutu, aux îles sous le vent, Maupiti, Taha, Reatea, Huahine et en d'autres lieux. Et qu'attendez-vous de cette mobilisation à l'échelle de tout le Fénois, justement ? Commémorer, ce n'est pas festoyer. C'est important pour que l'on n'oublie pas. Que l'on n'oublie pas cette sombre partie de l'histoire de notre Fénois, mais c'est également une forme de transmission à notre jeunesse que ça s'est passé. Il y a eu 193 essais nucléaires au Fénois, avec justement les conséquences notamment sanitaires. Alors justement, vous parlez de jeunesse. Comment faire pour que les jeunes générations s'intéressent un peu plus à l'histoire du nucléaire ici en Polynésie ? Alors j'en profite justement pour relayer l'action qui a été menée par notre président actuellement à Mangareva, où il a eu l'occasion de partager justement avec des scolaires du premier degré et second degré. Et même en début d'année, l'année dernière, on a été conviés par des établissements scolaires. Donc tant qu'on l'est, on y va et puis on partage justement cette histoire-là. Alors vous indiquez avoir de nouveau porté votre demande d'études sur les maladies transgénérationnelles auprès du Haut-Commissariat en 2025. Quelle réponse vous a été donnée et comment vous l'avez reçue ? Effectivement, lors de la rencontre de courtoisie, il nous a demandé justement quelles étaient nos revendications et l'une d'elles consistait justement en la réalisation d'études sur les maladies transgénérationnelles. Sa réponse a été « Pourquoi faire ? Il n'y a pas de demande ». Donc j'en profite pour parler justement du deuxième temps fort de notre journée de demain. C'est le lancement d'une pétition sur la réalisation d'études sur les maladies dites transgénérationnelles, ceci en complément de la proposition de loi de la députée Myriana, et également en mémoire de toutes les personnes parties et qui sont nées après 1974. Et quelles sont vos revendications précises sur ce point ? Alors, il faut savoir qu'aujourd'hui, la loi Morin, en l'état actuel, permet à toutes les personnes qui ont séjourné en Polynésie entre 1966 et 1998 de déposer un dossier d'indemnisation. Demain, après la réforme,
Seules les personnes de 66 à 74 pourront déposer un dossier d'indemnisation, à l'exception des anciens travailleurs. Donc nous, on vient là pour rappeler qu'il y a aussi les populations des 5 archipels nées après 1974 qui méritent d'être reconnues, et en l'espèce la réalisation d'études sur les maladies transgénérationnelles. Alors cette nouvelle pétition s'inscrit donc dans la continuité de celle de 2016 qui avait recueilli, on le rappelle, 55 000 signatures. Quel objectif vous fixez cette fois? Combien de signatures espérez-vous? Effectivement, celle qui a été lancée en 2016, c'était pour un référendum et agréablement qui a recueilli plus de 55 000 pétitionnaires, qui a permis de libérer la parole sur ce sujet qui était longtemps tabou. La nouvelle pétition que l'on lance, peu importe le nombre de signataires, mais c'est sûr qu'un maximum de personnes permettrait en fait, de venir en soutien justement de cette cause qui manque à être reconnue. Ici en Polynésie, vous allez organiser donc plusieurs activités. Où est-ce que ça va se dérouler donc pour le 2 et pour le 3? À Tahiti, on se retrouve et donc j'invite justement la population à venir en masse nous rejoindre au Monument aux Morts de 8h à 16h. On participera aussi ponctuellement à l'action donc au Pumehara portée par le pays. Mais le 2, il y aura une action également portée par une section de Mahina à l'ancien CEP. Et le 3, on ira à la rencontre de la population de la presqu'île. Merci beaucoup, Léna, d'avoir accepté notre invitation. Place à l'aventure de retour en Polynésie. 6 ans après sa première escale, Yann Quenet poursuit son 2e tour du monde en solitaire à bord de Baluchon, un voilier de seulement 4 mètres. Après 50 jours de mer depuis Vancouver, le navigateur est arrivé aux Marquises. Un périple exceptionnel que le marin évoque pourtant avec une grande simplicité. Thomas Chabrol. C'est aux Marquises que Yann Quenet retrouve enfin la terre. Et coucou les amis! Je ne sais pas où on se trouve là, je vais vous montrer. Nous arrivons aux îles Marquises, sur l'île d'Ivaoa. C'est assez spectaculaire, je ne sais pas si ça rend bien la vidéo, mais ça fait vraiment un effet assez saisissant. À bord de Baluchon, son voilier de seulement 4 mètres, le navigateur poursuit son 2e tour du monde. Salut Yann! Bienvenue! Baluchon, un petit bateau pour une grande odyssée au gré du vent. Ça va impeccable, là, je suis arrivé hier depuis plus de presque 2 mois de mer, et donc je suis arrivé à Ivaoa hier, et donc je reprends petit à petit des habitudes de terrien. Cette fois, le navigateur a choisi une route différente. Il quitte la Bretagne en juin 2024, traverse l'Atlantique, puis remonte le long de la côte est des États-Unis jusqu'au Canada. Yann Quenet et son Baluchon ont ensuite traversé le pays en voiture pour reprendre la mer depuis Vancouver. Un itinéraire plus nordique que lors de son premier voyage, avec des conditions parfois extrêmes. 2 jours après le départ, c'est l'avarie. Comme je suis passé l'hiver dans le très très grand froid, là, j'avais des moins 40 régulièrement. Donc j'ai eu des petits joints qu'on gelait, là, et puis il y avait un petit peu de gouttes qui rentraient dans le bateau. Enfin, j'étais obligé de colmater ça en pleine mer, mais rien de bien grave, quoi. La fuite colmatée, place aux tempêtes qu'il faut affronter dans le Pacifique. Donc après, Pacifique Nord, on a eu 4 jours de très mauvais temps. Là, les vagues étaient vraiment presque plus hautes que le mât. Ouais. Plus de 8 mètres, c'est certain, et ça déferlait. Par 2 fois, on est parti en surf, on est rentré sous l'eau. Baluchon sous-marin. Ça fait un drôle d'effet parce que évidemment, il y a plein de forces qui rentrent en jeu. Heureusement, Archimède nous a fait remonter à la surface, là, mais c'était impressionnant. Petit les bateaux. À 57 ans, Yann Quenet continue pourtant de naviguer avec la même sérénité, toujours guidé par la même philosophie, prendre le temps et laisser le vent décider. L'escale aux Marquises est la bienvenue, le skipper se rationnait depuis 20 jours, faute de nourriture suffisante à bord. J'ai fait le rationnement là, pour arriver juste pile poil. Là, c'est la dernière boîte de conserve, la dernière boîte de sardines hier. Au fil des années, Baluchon est devenu bien plus qu'un bateau, une aventure suivie par une communauté au fil des rencontres et grâce aux réseaux sociaux. C'est un peu la surprise du premier tour du monde, c'est que mon petit bateau procure un peu de l'engouement. Les gens sont étonnés de voir ce petit bateau. Puis il y a un côté jouet, un côté assez sympathique. Donc ça permet de faire du contact, ce qui n'était pas prévu, parce que je n'avais pas prévu ça au départ. Et donc c'est assez sympathique. Là. Après des grandes traversées en totale solitude,
on rencontre plein de monde et c'est assez sympathique finalement. Comme lors de son premier passage en Polynésie en 2020, le navigateur refuse les programmes trop rigides. Après l'escale aux Marquises, il mettra le cap vers Tahiti avant de poursuivre son tour du monde vers l'Australie, toujours à son rythme, celui du vent et de baluchons. On parle également de cette nouvelle étape dans la lutte contre le plastique à usage unique. Depuis aujourd'hui, barquettes, gobelets, verres et bols en plastique ou en aluminium sont interdits en Polynésie de la fabrication à la vente. Les restaurateurs se tournent vers des alternatives compostables en matière végétale. Et pour les particuliers, un réflexe à prendre, apporter son propre contenant pour emporter son repas. Prochaine étape en 2027 avec la fin des emballages plastiques pour les fruits et les légumes. Place à la tradition, direction Raiatea, où les concours du Heiva ont débuté à Tumara'a. Au programme de cette première épreuve, créativité et savoir-faire avec la confection d'un oumete fleuri et d'une couronne de tête. Une compétition qui célèbre la richesse du patrimoine végétal polynésien. Reportage de Roni Moufat. Dès le top départ, les concurrents se mettent immédiatement au travail. Le défi est de taille, réalisé en 1 heure de temps, un oumete fleuri, une composition florale présentée dans un contenant en bois traditionnel. Une seule contrainte, utiliser exclusivement des fleurs, feuillages et végétaux du Fénois. Il faut avoir déjà beaucoup d'idées en tête en venant, puisque tu viens toi-même avec ton matériel, avec ton feuillage, donc il faut déjà savoir à peu près ce que tu veux. Malgré la pression du chronomètre, les participants laissent libre cours à leur imagination. Chacun apporte sa touche personnelle, transformant fleurs et végétaux en véritables œuvres d'art. Pour beaucoup, ce concours est aussi l'occasion de partager leur passion et de valoriser leur savoir-faire. Qu'est-ce qui t'a poussé à vouloir faire ce concours? J'aime confectionner des bouquets de fleurs, surtout pour l'église, oui. Est-ce que ça te donne un avantage? Aussi. Minute après minute, les compositions prennent forme et révèlent toute la diversité du patrimoine végétal polynésien, des créations aux couleurs éclatantes qui attirent les regards et suscitent l'admiration des visiteurs. Elles sont toutes magnifiques, il y en a qui sont un peu plus en hauteur, d'autres plus étalées, mais les couleurs sont incroyables. Au niveau des fleurs utilisées, est-ce que vous les connaissez toutes par exemple? On ne connaît pas beaucoup. Non. Nous, on vient de France, alors... Une fois les oumétés fleuris terminés, les concurrents enchaînent avec la confection des couronnes de tête. Toujours sous la même pression du chronomètre, même contrainte, utiliser uniquement des fleurs, feuillages et végétaux du Fénois, un exercice qui demande autant de créativité que de précision. Ça va être très difficile de noter. Là, très difficile, parce qu'il y a de très très beaux projets. Le temps écoulé, place à la délibération. Les membres du jury examinent chaque création avec attention avant de départager les candidats. Les résultats seront dévoilés lors de la cérémonie officielle de remise des prix. Toujours dans les îles, mais une toute autre réalité, ce n'est un secret pour personne. Dans les Tuamotu, l'eau est une ressource rare et précieuse. À Rangiroa, la commune a dû s'organiser pour garantir l'accès à l'eau potable à ses administrés. Sa solution, récupérer l'eau de pluie et la traiter par ultraviolet. Les explications avec Jessica Doucet. Dans les îles des Tuamotu, l'accès à l'eau potable est un enjeu majeur. À Rangiroa, la commune a choisi de valoriser une ressource naturelle, l'eau de pluie. Cette eau est d'abord récoltée dans des cuves, puis filtrée à l'aide de charbon afin d'éliminer les impuretés. Pour garantir une eau propre à la consommation, un second traitement est ensuite opéré. En fait, ça filtre une première partie par le charbon pour l'odeur déjà, et les éolites pour tout ce qui est impureté. Et à la fin, ça passe par un autre dernier filtre qu'on appelle la minéralise, c'est pour minéraliser l'eau. Et pour tout ce qui est bactéries, à la fin, ça passe par traitement UV. Ici, on traite l'eau par UV. Une fois traitée, l'eau est redistribuée aux administrés grâce à des fontaines publiques accessibles à toute heure. Le système fonctionne avec une carte prépayée pour un coût de 15 francs le litre. Les administrés viennent à la régie pour acheter une carte prépayée. Et ensuite, le débit d'eau qu'ils veulent, le litre d'eau qu'ils veulent, ils achètent le litre à la commune qui est à 15 francs le litre dans la commune de Rangiroa. Cette eau est exclusivement réservée à la consommation pour boire et cuisiner. Pour les autres usages domestiques, chaque foyer dispose de sa propre citerne de récupération d'eau de pluie. À la maison, vous avez des cuves ou des choses comme ça? Oui, ça a des cuves, mais parfois ça bug et qu'on est obligé de
de venir ici. Cette eau-là, ça va servir à quoi? Souvent pour boire. Plus pour boire. On est dans les Tombouctou, on a besoin d'eau. S'il n'y avait pas ces fontaines, comment vous auriez fait? Je pense qu'on aurait bu du coco, mais sinon, pas payé, on aurait filtré un. À Ronguirois, cette organisation permet aujourd'hui d'assurer un accès régulier à l'eau potable, une ressource essentielle au quotidien des familles. C'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. Retrouvez juste après votre magazine Fa'atura suivi du documentaire Temapé réalisé par Axel Lichelet. Quant à moi, je vous souhaite une très belle soirée sur TNTV et vous retrouve demain soir à la même heure. Retrouvez ce journal en replay sur notre site internet et notre application mobile TNTV.